Historiquement, c'est les incroyables comestibles qui nous ont rejoints et qui cultivent dans le territoire public, sur le terrain public. Le deuxième groupe de travail, c'est OVA de citoyens, qui vient de se constituer en coopérative, en site, de façon à financer des installations d'énergie renouvelable sur nos territoires. Le troisième groupe, c'est Ma Planète, qui s'occupe des problèmes et des questions relatives aux déchets et à la consommation. Et enfin, le quatrième groupe s'intitule Nourrir notre vie, c'est celui que je pilote directement, et qui a la charge d'accompagner le projet alimentaire territorial. Je suis également le référent local de l'association Terre de Liens, dont a parlé tout à l'heure le président de l'agglomération, Jean-Paul Gendron. On aura probablement l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup, à tout de suite. Voilà, Denis Fumerier, allez-y. Voilà, merci de me donner la parole quelques minutes, enfin quelques instants, puisque le temps imparti est de plus en plus court. Je suis agriculteur périurbain, puisque la ferme que je cultive avec 4 personnes, mon épouse depuis que je la connais, un de mes fils, le plus jeune, qui travaille avec moi depuis 3 ans, et puis un jeune salarié qui est très motivé et avec qui on travaille depuis 9 ans. Et on travaille, alors, j'allais dire, ça fait partie des agricultures dont on parle sous différents termes, mais c'est une agriculture qui se veut respectueuse des sols, des plantes, de l'homme qui la cultive. Moi, j'allais dire, ce mot a été évoqué, une agriculture équilibrée. C'est un mot que j'utilise depuis une dizaine d'années. Et le mot agriculture raisonnée, dont on entend parler dans les médias depuis longtemps, je l'ai entendu en 1980, donc ce n'était pas hier. Je suis donc sur une ferme frontière, une ferme qui est à peine à 20% aujourd'hui dans le parc naturel régional du Vexin, j'y habite. Et puis, ça fait partie des 2000 hectares de Cergy-Pontoise dans l'autre partie. Cergy-Pontoise, il faut le rappeler, c'est 8000 hectares, c'est Paris intramuros, c'est 213 000 habitants. Si je regarde 32 ans en arrière, lorsque je suis revenu sur la ferme familiale, après d'autres expériences, j'étais arboriculteur entre autres, c'était une ferme qui n'a plus rien à voir puisque une grande partie des terres antérieures ont été croquées par l'urbanisme. Et quand notre président de communauté d'agglo et maire de Cergy s'interroge sur le devenir et comment cultiver, j'allais dire, malheureusement, on a cultivé dans le jardin et on a croqué une grande partie des terres qui étaient destinées au maraîchage, donc au circuit court. Et aujourd'hui, il faut se rappeler, ce n'est pas 150 ans, comme a dit Arnaud Dauguin, ce n'est pas 150 ans de mécanisation, c'est à peine 50 ans. Et les choses ont évolué. Néanmoins, tout le pourtour de la grande ceinture verte de Paris était destiné pour les céréales parce qu'il fallait nourrir les animaux, tout simplement, puisqu'on était à traction animale. Et ça perdure parce que l'homme mange de la viande, tout simplement. Mais néanmoins, on répond quand même à de grands enjeux, puisque dans les terres dites céréalières, on arrive à faire des gros légumes. On a du mal à faire des radis parce qu'il faut des terres sableuses, lesquelles ont été consommées dans la boucle de Cergy, par exemple, puisqu'on parle du local. Mais néanmoins, on ne désespère pas, puisque la diversification des exploitations est en route. Et puisque je suis en train de transmettre la ferme, nos générations futures vont œuvrer pour répondre au local. Je disais dans la presse hier qu'en Île-de-France, on a 545 000 habitants de plus en moins de 10 ans. Donc, il faut répondre à cette demande. La mégapole de la région parisienne, 12,5 millions d'habitants sur 2% du territoire, c'est l'Île-de-France. Il faut répondre à cet enjeu alimentaire et nous en sommes bien conscients. Les agriculteurs, les uns et les autres, la remise en question de notre métier, les interrogations, c'est tous les jours.
tous les jours, parce que ça peut être l'issue d'une mauvaise récolte, comme on vient de vivre cette année. Les éléments météo nous étaient pas favorables. Néanmoins, on se remet en question. Et la culture du vivant, ça fait partie de notre culture. Et bien évidemment, je rejoins les propos de Arnaud Dauguin, puisque je connais bien l'association Les Vers de Terre. Je fréquente ces gens-là depuis longtemps et j'y adhère totalement. Et on est en train de s'orienter vers cette nouvelle agriculture, enfin une agriculture qui existait déjà précédemment, auquel on adhère totalement. Mais elle est multiforme, cette agriculture, et il faut associer, pas les différencier, mais les associer les unes et les autres et les adapter à son territoire. Il faut savoir qu'on a une diversité de territoires importante, et parce que les natures de sol ne sont pas identiques. Et aujourd'hui, on a perdu cette notion de territoire. Moi-même, qui ai été arboriculteur, on avait en Île-de-France des territoires pour des cerises, pour des pommes, pour des pois, avec des variétés différentes qui s'adaptaient à des territoires différents. Je vous laisse aligner ces quelques points et puis je laisse la parole au suivant. Désolé, je suis intarissable sur mon métier. Voilà. Oui, moi, je vais jouer le mauvais rôle du respect du temps. C'est pas grave, voilà, je comprends. C'est vrai que vu qu'on a pris un petit peu de retard, on ne voudrait pas vous faire coucher trop tard. Du coup, Chantal, Auriel. Donc, bonsoir à tous. Donc, Chantal Auriel. Donc, je suis chargée de mission éducation au territoire au parc naturel régional du Vexin français. Donc, un parc, voilà, c'est à 5 missions. Hein. Donc, c'est vraiment, à la fois c'est protéger et gérer le patrimoine naturel et culturel. C'est l'aménagement du territoire, le développement économique et social, d'expérimenter, innover, mais aussi d'éduquer et d'informer. Vraiment, c'est l'idée, c'est de se dire que les habitants, visiteurs puissent à la fois appréhender un territoire, en comprendre les enjeux, de pouvoir approcher sa complexité pour après à la fois avoir cet esprit critique, s'interroger, se poser des questions, mais aussi pourquoi pas comment en être acteur. Voilà, donc c'est vrai que également dans cette question de l'alimentation, de l'agriculture, c'est quelque chose qui va être important. Ok. Merci beaucoup. Donc, on a décidé lors de ces tables rondes de présenter en fait des initiatives du territoire, puisque pendant ce diagnostic, on a recensé un certain nombre d'associations, de structures qui œuvrent en fait pour faire du lien entre l'agriculture et l'alimentation et donc finalement qui contribuent déjà au projet alimentaire de territoire. Et donc là, on est sur cette table ronde qui s'intitule donc comment renforcer les liens entre ville et campagne. Et donc, je vais présenter rapidement juste pourquoi on avait décidé de mettre en valeur et partager avec vous cette thématique de table ronde. Et puis ensuite, on avait préparé quelques questions pour les intervenants. Ça vous laisse le temps, vous, de votre côté aussi, d'en poser via le chat. Et donc, en gros, les intervenants ont à peu près 5-6 minutes pour répondre aux questions. Et après, il y aura le même temps, 5-6 minutes, pour répondre à vos questions via le chat. Donc, pourquoi c'était essentiel d'évoquer cette question? Finalement, on se rend compte que l'agriculture participe à l'identité de ce territoire. Hein. On voit que sur le Vexin, le logo du parc, c'est un petit épi de blé. On voit aussi qu'on est sur un territoire où l'agriculture urbaine, elle n'est pas que dans des bacs qu'on voit sur le macadam, mais elle est vraiment présente. On voit des fermes, notamment maraîchères, qui sont très proches des habitations, à Cergy notamment. Donc, il y a un lien très fort physique entre l'agriculture et les habitants de la CACP et du PNR. Et puis, on voit donc que cette agriculture elle est soumise à des contraintes liées au fait qu'elle est en milieu urbain et qu'il y a finalement aujourd'hui, on a beaucoup de relations qui peuvent être conflictuelles parce que les gens ne se connaissent pas et n'ont pas forcément conscience des contraintes des uns et des autres. Et on voit quand même que malgré tout, il y a des initiatives très importantes qui sont source de liens. On a 50 fermes qui font de la vente directe. Et on a aussi pas mal de personnes qui vont se balader dans le Vexin, qui vont profiter des paysages et l'agriculture participe donc à ces paysages.
Donc, la première question, elle était pour Monsieur Gérard Sandré. Alors, pour que vous le voyez bien, je vais réduire ma présentation et puis, comme ça, c'est plus sympa quand même. Et puis, vous m'aviez transmis quelques photos pour animer vos propos. Donc, je les mettrai quand ce sera le moment venu. Donc, j'arrête le partage. Voilà. Et vous me voyez, Monsieur Sandré? Je vois très bien, merci. Ok, parfait. Merci. Alors, je veux d'abord remercier les étudiants de l'ESSEC qui ont fait un travail photographique remarquable. J'espère qu'on aura l'occasion de voir toutes les photos. Elles sont vraiment superbes. C'est vrai qu'elles sont C'est un travail des premières années quand ils arrivent. Ils sont intégrés pendant le premier trimestre, intégrés dans la commune, dans la cité, dans l'école. Et donc, ils font des travaux ensemble pour apprendre à vivre ensemble. D'accord. Ils ont fait un excellent travail et je les remercie encore. Alors, je vais revenir un petit peu à propos du sujet qui m'a été imparti, de répondre à la question est-il important de créer un lien fort entre la ville et la campagne, par rappeler que pour comprendre l'origine du lien entre la ville et la campagne, il est nécessaire de regarder un petit peu en arrière. Il y a 10 000 ans, Sapiens a découvert qu'il pouvait conserver des graines d'une année sur l'autre, et donc l'agriculture était née. C'est Sapiens qui a découvert ça, et il y a 10 000 ans à peu près, dans le triangle fertile. De même, il avait domestiqué des moutons, des chèvres, des aurochs à l'époque. Il fallait également protéger des carnivores et des mêmes sapiens. De même, les récoltes, il fallait les protéger également. Donc, le sapiens devient sédentaire, il construit des silos à grains, il construit des enclos, des abris pour les animaux, et puis des cabanes pour s'abriter, et puis il fait un feu, et puis le village est né, la cité est née, et on peut dire que c'est l'agriculture qui a fait naître les villes. En effet, l'agriculture a besoin de la cité pour protéger ses richesses que sont les stocks de graines et les agneaux, les chevreaux. Et la cité, elle existe, elle, pour protéger ses richesses dont elle se nourrit. Le lien s'est distendu ici par l'implantation d'une ville nouvelle autour d'une boucle de l'Oise. Cette implantation se comprend parce que le site est remarquable. Qualité du site déjà mise en valeur par l'agriculture depuis très longtemps, les céréales sur le plateau, les fruits dont la vigne anciennement sur les coteaux, et des légumes dans les vallées. Mais depuis le milieu du XIXe siècle, Paris fait son marché sur les territoires tels que celui de Cergy-Pontoise ou celui de Pierrelet, de Chambourcy, etc. Il faut lire l'étude publiée en 1956 par Michel Fliponneau, La vie rurale de la banlieue parisienne. Je vous le recommande, c'est vraiment un livre extrêmement intéressant à lire pour comprendre comment fonctionnait l'agriculture à l'époque. Alors, l'irruption de la ville nouvelle dans le territoire a entraîné l'arrêt des productions des terrains qui ont été expropriés pour construire la ville sur les zones urbanisées, parfois des déplacements de fermiers vers le Vexin ou la création de réserves foncières à Cergy, ce qu'on appelle la plaine des maraîchers. Mais le réseau de distribution des agriculteurs du territoire, de la ville nouvelle, ce réseau de distribution a persisté. Une étude menée en 2012 a montré que plus de la moitié des points de vente des producteurs locaux se situaient entre Cergy et Paris, la banlieue parisienne. Les marchés de Puteaux, Boulogne-Billancourt, La Garenne-Colombe, Hermont, Aubonne, Enghien, etc., si ce n'est dans Paris même, un certain nombre de grandes tables, de grands restaurants, le marché de Passy, de Batignolles, et même Bagnolet, Malakoff, sont alimentés par la nourriture qui vient de Cergy-Pontoise. Et bien entendu, le marché international de Rungis. 150 000 habitants de plus en 50 ans dans la ville nouvelle ont fait le bonheur des distributeurs. Leclerc, Monoprix d'abord, puis Leclerc, Mammouth, Auchan et plusieurs réseaux de supérettes ont fourni l'alimentation de ces nouveaux citadins dont je suis depuis 1984. Leur attention de ces citadins est captée par ces enseignes. Aujourd'hui encore, nombre d'entre eux ignorent l'existence des ressources locales. En effet, j'ai coutume de dire que le bois de Cergy cache la vue des champs aux gens de la ville. Et dans le Vexin, pas grand-chose n'avait changé. Une bonne partie des céréales part de Rouen pour des destinations lointaines, et la production légumière est surtout familiale par et pour les habitants des villages. L'arrivée des citadins en quête d'espaces verts favorisait le développement des supérettes. Pour résumer et caricaturer bien évidemment, ce qui est produit ici est consommé ailleurs, et ce qui est consommé ici vient d'ailleurs, majoritairement. Alors, cette situation aurait perduré sans
un certain nombre de ruptures. D'abord, celle de la confiance dans le modèle de développement depuis les 30 Glorieuses et celle de la crise sanitaire qui a ébranlé la société. Je n'oublie pas, bien sûr, d'autres ruptures telles que celle du modèle de développement qui a déjà été évoquée, c'est pour ça que je ne reparlerai pas. Je ne reparlerai pas non plus du respect des cycles naturels de la vie et de la nature, parce que ça a déjà été évoqué par Arnaud Daga et déjà abordé également par Denis Fumery. Donc je n'en parlerai pas. Je vais simplement revenir sur le terme de la confiance. Plusieurs scandales sanitaires de la vache folle, le lait contaminé, de la lasagne au bœuf cheval et les craintes provoquées par la mise en évidence du caractère inquiétant, si ce n'est dangereux, de certains entrants issus de la chimie minérale ont rompu le lien de confiance avec la nourriture. Et la publicité même détourne cette défiance à son avantage. Connaissez-vous cette publicité d'une marque de soupe industrielle qui fait dire à une cliente « C'est quoi comme légume E241 ?» pour affirmer que sa soupe ne contient que de vrais légumes. Le deuxième point, c'est la crise sanitaire. Dès l'annonce d'un possible confinement en mars dernier, 2 rayons ont été dévalisés dans les magasins, pas que 2, mais 2 principaux, pour constituer des stocks de précaution. La farine, donc moi je préfère du pain, et des pâtes. Je ne parle pas du toilette hygiénique. Et dès les premiers jours du confinement, j'ai pu constater, parce que j'habite juste à côté, que ce sont des centaines de véhicules qui ont défilé dans la plaine des maraîchers de Cergy pour s'approvisionner en légumes et à la ferme. Vraiment, c'était remarquable. Il n'y avait pas d'autre bruit que celui des voitures qui passaient le vendredi après-midi, et c'était un défilé ininterrompu pour aller s'approvisionner chez les maraîchers. Les magasins étaient fermés ou mal approvisionnés, alors qu'à la ferme, les légumes étaient toujours disponibles. Et cela illustre d'ailleurs la perversité du système logistique à flux tendu. Les stocks sont réduits plus qu'il n'est nécessaire parce que la chaîne s'est allongée entre le producteur et le consommateur. Et cette chaîne demande à être rétribuée. Alors, entre son coût de cette chaîne et la promesse des prix les plus bas proclamés par les distributeurs, qui est-ce qui paye, entre guillemets, la facture? C'est le producteur et d'autre part la qualité également. Or, depuis 10 000 ans, on sait que c'est la cité qui protège l'agriculture. Que fait-elle aujourd'hui notre cité, au-delà des œuvres sociales qui nourrissent les plus pauvres? Il faut se poser la question et je me la pose. Ceci nous amène à la précarité alimentaire, exacerbée par la crise sanitaire, bien sûr. Elle augmente sans cesse. Et dans le même temps, 30% de la nourriture produite n'est pas consommée. C'est Arnaud Daga qui le rappelait tout à l'heure. L'État a été obligé de légiférer pour que les invendus encore consommables soient donnés aux banques alimentaires, mais c'était suffisamment interrogé sur la pertinence d'un système de distribution qui génère autant de gaspillage. Là aussi, je me pose la question. Le terme de résilience a été utilisé tout à l'heure dans la présentation, et c'est vrai, ce mot est à la mode, mais pas seulement à la mode, parce qu'il y a plusieurs sens, et je n'adhère pas tout à fait au sens que vous lui avez donné. Je préfère la définition de la résilience psychologique à la définition de la résilience en sciences physiques. En sciences physiques, la résilience veut qu'un matériau reprenne sa forme et ses caractéristiques après un choc. En psycho, la résilience consiste à trouver un nouvel état d'équilibre après un traumatisme qui a déséquilibré un individu ou une société, ou un milieu. Renforcé par les crises de confiance sanitaire, économique, écologique, le traumatisme provoqué par l'arrivée de la ville nouvelle, ce traumatisme peut être absorbé si les territoires concernés arrivent à un nouveau point d'équilibre qu'il nous faut rechercher maintenant, et c'est bien l'objet du projet alimentaire territorial. Quels sont les leviers qui permettent d'y parvenir? Je vais revenir sur les 2 leviers les 2 remarques que j'ai faites tout à l'heure. Les 2 principaux sont la proximité et le respect des cycles naturels de la vie et du vivant. Ça, je devais répondre, on en a suffisamment parlé tout à l'heure. Mais pour donc le principal levier qui reste, c'est celui de la confiance. Et la confiance se gagne par la proximité. Car si on achète quelque chose à monsieur X ou madame Y, c'est qu'on y a confiance en eux. Alors que si on n'a pas confiance, on va ailleurs, on va chez le voisin. C'est beaucoup plus rassurant que de faire confiance à des marques telles que Carrefour, Nestlé ou Tartampion. Pour la logistique, un circuit court coûte moins cher, génère moins de pertes, réagit plus vite aux évolutions, diminue les besoins de transport et les pollutions qui y sont attachées, bien évidemment, et surtout, il permet de mieux rémunérer les producteurs. De plus, par leur fraîcheur, les légumes sont de meilleure qualité.
Alors, comment faire? Développer la confiance par la proximité demande de renforcer les liens entre la ville qui protège et qui consomme, et la campagne qui produit. C'est une caricature, bien sûr. Et pour cela, il est utile de se poser quelques questions. D'abord, la connaissance de l'autre. Qui sont ces agriculteurs? Comment vivent-ils? Comment travaillent-ils? Quelles sont leurs contraintes, leurs moyens, leurs difficultés, leurs réussites? De l'autre côté, qui sont ces habitants de la ville? Quels sont leurs besoins, leurs moyens, leurs habitudes, leurs attentes? Il faut se poser tout un tas de questions comme ça pour améliorer la connaissance mutuelle entre les deux territoires ou les deux pratiques. Enfin, l'autre également, c'est la satisfaction de chacun. Est-ce que chacun peut trouver les produits de la qualité qu'il souhaite et au prix de sa qualité? Et est-ce que mon prix de vente me permet de vivre décemment, de faire vivre décemment toute mon équipe? Et je conclue en disant que s'il s'agit du lien entre la ville et la campagne, j'observe qu'il est tentant d'assigner au territoire des vocations dictées par des idées reçues, telles que, d'un côté, le médecin fait des céréales et c'est un lieu de promenade agréable. De l'autre, l'agglomération, c'est le lieu où on va au théâtre, faire des démarches et son approvisionnement. La réalité est beaucoup plus complexe, car il existe de plus en plus d'interconnexions entre ces deux territoires qui se sont disputés, qui se sont opposés, se sont chamaillés, ça a été rappelé tout à l'heure par le président, M. Lemailly, se sont chamaillés lors de la création de la ville nouvelle. Mais réfléchissons un petit peu. S'ils se sont chamaillés, disputés, c'est qu'ils avaient des intérêts opposés, donc ils étaient différents, porteurs de valeurs différentes. Alors, il aura fallu un petit peu de temps quand même pour constater que ces territoires étant différents, ils n'étaient pas opposés, mais complémentaires. La preuve, une de plus, à ce projet alimentaire territorial qu'on est en train de construire ensemble. Merci. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a peut-être quelques questions, mais si on veut respecter le délai, peut-être le temps qu'il y ait une ou deux questions, je vous repartage pour que vous puissiez juste, peut-être, je vais présenter très rapidement les photos que vous aviez demandé, si vous voulez introduire juste ce que vous aviez commandé aux étudiants. Oui, simplement, les étudiants donc étaient, les premières années à l'ESSEC, les étudiants sont invités à s'insérer dans le milieu dans lequel ils vont vivre quelques années, et donc ils ont à faire des travaux. Et le professeur de l'ESSEC qui m'a contacté m'a demandé quel sujet je pouvais leur donner. Alors, j'aurais donné deux sujets. Le premier, comme ce sont des étudiants en sciences économiques, j'aurais demandé de faire des reportages vidéo sur la commercialisation. Alors, on ne peut pas le passer, c'est un petit peu trop long. Et un deuxième groupe, un deuxième ensemble, j'aurais fourni un itinéraire de la plaine des Maraîchers à Cergy en disant, voilà, suivez cet itinéraire, et faites-moi un reportage photo de ce que vous voyez. Donc, c'est leur vision de ce qu'ils ont vu sur l'itinéraire que je leur ai imposé. On n'a pas fait de tri, on n'a pas fait de sélection. C'est leur choix, c'est ce qu'ils ont vu, qu'ils mettent en image, qu'ils mettent comme ça en scène. Et je trouve ce travail remarquable. Encore une fois, félicitations à eux. Ouais. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est leur légende. Et ça, il y aura peut-être moyen de partager ce travail. On va voir de quelle manière. Mais c'est vrai que c'est des belles légendes et des belles photos. Donc, merci beaucoup, Monsieur Sandré. Je vais peut-être, pareil, arrêter mon partage de connexion pour laisser la place à Denis Fumery. Je ne sais pas si c'est bon. Vous m'entendez toujours? Oui. Ok, très bien. Donc, il faut quand même que je pose ma question. Donc là, parce que M. Sandré avait déjà intégré ma question tout à l'heure, mais là, ce qu'on voulait évoquer, et d'ailleurs, ce qu'a dit M. Sandré, c'est de dire finalement le lien entre la ville et la campagne, ça passe par le produit notamment et par la confiance qu'on peut avoir entre finalement les agriculteurs et les consommateurs ou les citoyens habitants du territoire. Et du coup, M. Fumery, vous êtes agriculteur depuis plusieurs générations également. Et finalement, je me disais, et on l'a vu, M. Daguerre l'a aussi dit, finalement, être agriculteur, ce n'est pas simplement être producteur de denrées alimentaires. Les attentes, elles vont bien au-delà.
Voilà, on attend de l'entretien des paysages, de la préservation des ressources naturelles, et puis aussi, et ça c'est quelque chose d'un peu particulier, de la pédagogie sur le métier. On fait des fermes pédagogiques et en réfléchissant, je me suis dit, mais finalement, moi qui suis dans un bureau d'études, j'ouvre très, très, très peu mes portes, on fait des portes ouvertes, mais simplement pour accueillir peut-être des futurs stagiaires. Mais on n'a pas cette vocation à expliquer voilà, très en détail nos métiers, mais vous aussi. Et donc, la question que je voulais vous poser, c'était finalement en tant qu'agriculteur, quand on est agriculteur, comment on vit ce lien entre ville et campagne, et finalement, vous, quelles idées, comment faire pour créer des liens plus vertueux et pas uniquement conflictuels entre la ville et la campagne? Je vous remercie pour cette introduction. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Bon, je poursuis. Oui, moi, j'allais dire, j'ai eu de la chance, c'est de naître dans un village qui faisait partie intégrante de cette ville nouvelle. Alors, j'ai bien aimé les propos de M. Sandré parce qu'il parle toujours de ville nouvelle. Et je sais que les élus de la ville nouvelle ne veulent plus entendre parler de la ville nouvelle. Elle a 50 ans hein, aujourd'hui et il la considère vraiment ville. Elle n'est plus si nouvelle que ça, puisqu'il y a déjà 50 ans, c'est 2 générations quand même. Et je m'amuse parce que j'ai vu des Courdimanchois, puisque je suis natif de Courdimanche, me dire « je suis de Courdimanche, je suis presque né à Courdimanche, j'habite Courdimanche ». Donc, cette appartenance au territoire, même aux citadins, elle existe et je la respecte, elle est tout à fait légitime. Ce territoire, on l'aime. Moi, c'est le Ville Nouvelle, puisque moi, je l'appelle aussi comme ça. Je l'ai vu naître. J'ai beaucoup aimé son existence dès le début, son architecture qui était nouvelle par rapport à nos territoires existants. Pour anecdote, je le dis en rigolant, à 18 ans, je suis allé à la piscine de Cergy-Pontoise en tracteur. Donc, ça vous donne une image où l'attachement au territoire urbain en tant que rural, c'était important. Et puis, on arrive à une espèce de convergence aujourd'hui où longtemps, on a parlé d'exode rural. Le mot n'a pas été prononcé ce soir. L'exode rural, on est complètement à l'envers. Et rappelez-vous, premier confinement, il y a un ministre de l'Agriculture, il s'appelait Didier Guillaume à cette époque-là, ça a changé depuis, qui a fait appel au peuple parce qu'on n'importait plus, désolé le mot est comme ça, hein, n'importait plus de manœuvres étrangères pour nos maraîchers et a fait appel aux Français. Et lesquels Français ont répondu massivement. Il y a eu 450 000 Français qui ont répondu massivement. Malheureusement, il n'y a eu que 3 000 contrats qui ont été signés. La terre est basse, je suis désolé, c'est compliqué. Mais c'est une question d'apprentissage et puis ça s'apprend. Et puis quand on a la volonté d'y arriver, on y va. Et puis moi, je dis aujourd'hui, 1/3 des agriculteurs, c'est du sang neuf, puisque ce n'est pas forcément les enfants des parents agriculteurs. Hein, ils sont ce qu'on appelle hors du cadre familial. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir. Et puis, si on passe 1 heure à discuter ensemble, on est 10 000 de plus sur la planète. Chaque jour, on se lève, on est 250 000 de plus. Tous les 4 jours, on est 1 million de plus sur la planète. Ce n'est pas encore la décroissance. Et il faut nourrir tout le monde. On sait que s'il n'y a pas assez à manger, et on l'a vu hein, dans les épisodes précédents, dès qu'il n'y a pas assez à manger, il y a un peu de panique. Et il vaut mieux avoir abondance que pénurie, ça c'est clair. Néanmoins, le fait que j'habite à proximité de la ville, mes voisins, ce sont mes consommateurs, malgré que je ne fasse pas du petit légume, pas encore, ça viendra peut-être, hein, mais je ne présume pas aujourd'hui ce que font mes enfants de demain. Mais ce sont mes consommateurs, je les estime, je les aborde, je vais au-devant. C'est vraiment cette expression que je retiens, c'est aller au-devant. Et c'est la raison pour laquelle, il y a une vingtaine d'années, et je vais en parler à présent. Alors, je ne sais pas si… oui, je vais partager pour vous montrer. Vous pouvez partager et faire défiler quelques photos. Ça de l'exploitation. d'agrémenter mes propos. Donc voilà, ça c'est où vous êtes. Ah mince, attendez, je n'ai pas fini, désolée. Là, c'est bon? Le tout, c'est d'arriver à en passer quelques-unes. Ouais. Là, c'était juste le parcellaire, c'est ça, hein?
où vous êtes Oui, c'est situé? ça. Le parcellaire sur la géologie du bassin parisien, qui est important parce que tout à l'heure, je parlais de terroir. On ne fait pas la même chose partout. Alors, il y a une partie des parcelles sur la gauche qui ont été construites à présent. On aperçoit le grand bassin, la zone de loisirs de Cergy dans le fond. Et malheureusement, si je regarde la physionomie de la ferme par rapport à il y a 30 ans, une grande partie des bonnes terres ont été construites et c'est plus compliqué aujourd'hui. Hein, si on voit la photo géologique, les terres en zone blanche sont des limons de plateau. Les autres terres, c'est soit sableux, argileux, pierreux, argilo-calcaire, enfin plein de définitions autres. Et on ne peut pas y produire la même chose ou plus difficilement. Vous pouvez avancer dans les slides, c'est vous qui avez la main. Bon, quelques photos qui illustrent. Alors, j'aime bien la photo des pigeons parce que c'est un animal qui nous est sévère. Il loge en ville, mais il se nourrit à la campagne. Et à gauche, ce sont les mouettes. Alors, les mariniers disent habituellement, lorsque les mouettes ne sont plus puisqu'on est au confluent de la Seine et de l'Oise, lorsqu'elles ne sont plus sur l'eau, elles sont dans les champs parce que les agriculteurs ont repris les travaux. Et là, on se trouve au mois de février. C'était une très belle photo au mois de février où on semait les pois de printemps, les pois protéagineux. Voilà. Et puis voilà des cultures qu'on exerce, les pois protéagineux à gauche, les tournesols qu'on a remis à l'ordre du jour cette année. Cette année, on a refait du tournesol. C'est des préparations de terre à betterave, puisque la betterave est un enjeu, enfin, on a la faculté de pouvoir en faire. Le colza, qui est une culture fétiche pour moi aussi, la févrole qu'on aperçoit en haut à droite, les difficultés citadines avec l'accès aux parcelles, parfois c'est bien compliqué, mais néanmoins on fait avec, on fait avec ce qu'on a. Une belle photo de courdimanche, voilà. L'agriculture de précision que je pratique depuis 20 ans, c'est-à-dire que non seulement une parcelle n'est plus un élément homogène, on module les apports des intrants, des fournitures, suivant les besoins des cultures à l'instant T. Peut-être que je vais, voilà, peut-être une dernière sur votre exploitation, puis après on pourra parler peut-être du lien. J'aime bien la photo avec les abeilles, puisque, alors moi je ne suis pas apiculteur, j'ai suivi des formations, mais par contre j'ai plein d'apiculteurs sur mes territoires et je suis très content cette année. Ils ont eu une super récolte, il faut dire que la météo était propice, mais d'année en année, comme quoi c'est compatible, nos cultures nos méthodes sont compatibles. Ça, c'est une photo d'agriculteurs dans les champs. On fait beaucoup de formations en continu. Là, on n'est pas dans notre région, on est dans l'Aisne. On de temps en temps se déplace ailleurs pour aller voir. Et c'est des beaux groupes d'échanges et on fait beaucoup de formations continues. En fait, on se remet en question sans cesse pour évoluer parce que ce n'est pas une science exacte, c'est la science du vivant. Il faut se remettre en question. Il y a des nouveaux apports, il y a des nouvelles idées et il faut suivre tout ça. Voilà, je poursuis. Alors, oui, voilà, c'est alors beaucoup d'apports organiques, fumier de cheval, c'est-à-dire que je vends de la paille à des centres équestres, je récupère le fumier que je composte pendant 2 ans pour refournir au sol. Donc la science du vivant, là, on est dedans. Et puis semences fermières aussi. Ah oui, alors c'était un gag. Voilà, c'est le monde à l'envers. C'est quand le citadin qui vit à la campagne demande à l'agriculteur d'aller travailler en ville parce qu'il est bruyant. J'ai bien aimé cette image. Et puis, la suite du diaporama concerne une association qu'on a créée il y a 20 ans. C'est d'aller rencontrer la ville, c'est-à-dire d'aller, c'est notre principale occupation, c'est d'aller dans les classes expliquer notre métier. L'agriculture est un métier d'avenir, j'en suis persuadé. Et quand je vois l'intérêt des élèves et puis le remplissage des écoles d'agriculture aujourd'hui, je me dis, c'est gagné, mais par contre, il faut poursuivre l'effort, ça c'est sûr. Donc, c'est quoi cette association alors que vous avez créée? Alors, c'est une association d'agriculteurs qui vont communiquer sur leur métier, tout simplement, pour expliquer les métiers de l'agriculture, comment on travaille, comment on perçoit l'avenir, et quelle chance on peut donner à nos voisins citadins. Voilà, c'est une manière de communiquer avec le grand public. Je sais que dans notre groupe, j'ai aperçu le maire de Sagy,
Et ben, je suis allé à l'école de Sagy. On fait en priorité les écoles locales, mais je fais depuis 3 ans les écoles parisiennes aussi. On est au pied du RER A. J'ai 50 minutes pour accéder à une classe parisienne. Il y a 600 écoles primaires dans Paris intramuros, hein, c'est l'étendue de Cergy-Pontoise, je veux le rappeler. Alors, je ne dis pas 600 écoles primaires, imaginez pas le nombre de classes que ça peut engendrer et le nombre d'élèves, bien entendu. Voilà, un livret pédagogique alors qui est là sous forme livresque, mais qu'on a fait en forme numérique, qu'on laisse dans les classes, on laisse des outils, on laisse des affiches, on laisse des documents pour que les élèves puissent travailler à nouveau. Voilà ce qu'on peut faire avec les productions, notre territoire, ce qu'on y fait. L'agriculteur, acteur du monde rural, on est un peu multicarte, un peu multipolyvalent, on a différentes cartes. On a un métier passionnant, hein, c'est la routine, on ne connaît pas. Là, il y avait des illustrations. Voilà. Des illustrations, alors ce que nous, on souhaite vis-à-vis de notre voisin citadin et ce que souhaite également le citadin vis-à-vis de nous, c'est de comprendre. Et moi, j'allais dire, j'ai participé depuis de nombreuses années à des opérations simples, c'est d'inviter des voisins à venir me rejoindre, par exemple, dans la moissonneuse-batteuse. Alors ça, c'est une opération amusante. C'était dans le 93 à Neuilly-Plaisance. J'avais été invité par la municipalité à initier des jeunes à semer du blé. Alors c'était tardivement, puisque c'était la veille de Pâques. Et ils ont allé jusqu'au bout, ils ont récolté le blé, ils ont transformé en farine et ils ont fait du pain. Et j'étais, la veille de Pâques, à les initier à semer du blé. Et il y avait une centaine d'enfants avec leurs parents, grands-parents. Et c'était un moment d'échange vraiment exceptionnel. Et moi, j'allais dire, c'est une chance aussi, agriculteur, de pouvoir converser avec mes voisins, les élus, leur expliquer la chance qu'on a de pouvoir avoir ces connaissances et de les partager. Voilà, la moissonneuse-batteuse. Oui, alors je termine par le salon de l'agriculture. Le salon de l'agriculture, sachez que depuis 4 ans, on invite des franciliens, des enfants franciliens à visiter le salon de l'agriculture. Il y a 3 parcours différents et moi je participe donc à celui des céréales, par l'Odyssée céréales, c'est-à-dire de la récolte jusqu'à la transformation, le pain quotidien. Voilà, on a du mal à faire cette relation entre le blé et le pain quotidien qu'on mange, mais on est vraiment à l'initiative de cette matière première, c'est comme ça qu'on l'a définie, et c'est une chance de partager tout ça. Il y avait une question. 300 enfants quand même, on a fait visiter 2300 3300. 3300, d'accord. 3300, 4 jours à plein. Voilà. Il y avait une question de Benoît M qui dit comment stopper la ville pour préserver la campagne, ou alors comment, Monsieur Fumery, avez-vous convaincu vos voisins que vos légumes étaient meilleurs que ceux de la grande distribution, alors qu'on est en ville et pour beaucoup, c'est avant tout la recherche du pratique? Alors, je n'ai pas encore ce pouvoir de stopper la ville pour préserver la campagne. Néanmoins, il y a eu une prise de conscience, puisqu'il y a longtemps qu'on travaille sur le sujet, il y a une prise de conscience des élus. Et les dernières lois qui ont été votées, les lois SRU sur l'occupation des sols, font qu'on préfère aujourd'hui reconstruire la ville sur la ville pour préserver l'espace agricole. Il faut savoir qu'en 1945, il y avait un demi-hectare. Je vous rappelle, un demi-hectare, c'est un peu moins qu'un terrain de football, puisque ça fait 0,65 hectares, un terrain de football. Et aujourd'hui, c'est 0,2, avec une population qui a doublé, plus que doublé même. Et l'espace, en fait, il faut produire plus et mieux sur moins d'espace. Donc, l'enjeu des agriculteurs d'aujourd'hui et de demain, c'est fabuleux. Et il faut creuser, il faut s'améliorer. Et moi, je rejoins tous les propos qui ont été énoncés précédemment, notamment par notre cuisinier étoilé. Il a raison. Il faut des sols qui vivent bien, qui fonctionnent bien, et on s'améliore sans cesse. Enfin, je veux dire, comme on se remet en question, on s'améliore sans cesse. Alors, je ne fais pas de légumes pour la deuxième partie de la question. Meilleur,
En fait, non, parce qu'on alimente les agriculteurs locaux, alimente les GMS. Hein. Mais on est gâté en France. On a la chance d'avoir en France des climats, des terroirs, un savoir-faire qui est ancestral aujourd'hui. Et par rapport à d'autres pays du monde, on est gâté. Aller dans d'autres pays, moi je pense, j'ai eu la chance d'aller au Japon récemment, alors, bien avant le Covid, hein. Ils sont hyper dépendants. En France, on a cette chance d'avoir la souveraineté alimentaire qui fonctionne encore bien. Défendons-la plutôt que d'attaquer les acteurs de territoire que nous sommes, les agriculteurs. Moi, je suis plutôt pour le positif. Les détracteurs, il y en aura toujours. Il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas comment on fonctionne. Il suffit qu'ils viennent nous voir. Hein. Nous, c'est plutôt des fermes ouvertes. On accueille, on explique. Je reçois beaucoup de monde sur la ferme, malgré que ce n'est pas une ferme où il y a des animaux, pour expliquer notre métier quotidien. Et cette association que je préside depuis 8 ans maintenant, qui existe depuis 20 ans, on va fêter les 20 ans, j'espère, prochainement, vous pouvez la retrouver, les écoles peuvent s'inscrire, les agriculteurs eux-mêmes peuvent s'inscrire, il peut y avoir des adhérents citadins qui nous soutiennent. Vous pouvez retrouver ça sur le site de la Chambre d'agriculture, voilà, et sur aussi Agriculteurs d'Île-de-France, c'est une belle association qui a été créée en 2019, qui réunit l'ensemble des moyens de communication des agriculteurs pour faire une chose beaucoup plus simple et mieux communiquer avec nos voisins citadins que nous aimons. Merci beaucoup. Il nous reste 10 petites minutes avant qu'on nous télétransporte dans l'autre, voilà, la grande partie contenir des villes, mais les productions ne reviennent pas aux habitants. Il y a trop de céréales dans le Vexin et elles partent en Afrique qui, eux, perdent leurs agriculteurs. Alors, c'est vrai qu'il y a, juste pour une petite précision… J'ai le droit de répondre à cette question. Oui, mais je voulais juste dire par rapport à ce que Thomas avait mis, Thomas Lefebvre, là, dans la présentation, c'est vrai qu'on a on a creusé un petit peu plus ce sujet, parce que c'est vrai qu'on avait aussi, on peut avoir cette idée que tout part à l'export. Et en fait, globalement, il n'y a que 30% de la production qui sort qui est exportée. Et il y a beaucoup de production finalement du Vexin qui est transformée en Île-de-France, parce que dans le Vexin, on fait pas mal de blé panifiable. Et ça sert pour la meunerie, pour faire du blé, alors que dans d'autres territoires, on fait du blé pour la nourriture des animaux. Donc, ils ont une qualité un peu moins importante, et donc ça peut être exporté. Il faut savoir que l'Île-de-France, c'est là où il y a le plus de minoterie en France. Mais le bassin de consommation est là aussi. Mais néanmoins, on est excédentaire, on a cette chance d'être excédentaire et de pouvoir exporter. Si vous regardez la presse depuis un mois, vous verrez que les pays du pourtour méditerranéen, mais pas que, notamment la Chine en ce moment, sont demandeurs. Et on a la chance de pouvoir répondre à ces marchés. C'est une contribution de notre balance commerciale extérieure importante. C'est 8 milliards d'euros habituellement. C'est autant qu'Airbus. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, on y contribue. Moi, j'allais dire, c'est une chance. Il ne faut pas le critiquer. Et si on est capable de répondre à l'enjeu céréalier sur lequel on est sollicité et répondre à l'enjeu local, c'est merveilleux. Il faut arriver à cet équilibre en permanence. C'est ça, c'est vraiment le mot équilibre qu'on retient de toutes vos interventions. C'est sans doute aller vers la diversification, et on l'a bien mis c'est un enjeu fort du diagnostic, que ce soit voilà, pour avoir un meilleur équilibre. Par rapport à, peut-être juste pour laisser quelques minutes de parole à Chantal Auriel du Parc. Chantal, si vous voulez voilà, apparaître, c'est parfait. Et peut-être nous témoigner, ce serait peut-être très intéressant, 2-3 exemples dans votre quotidien ou avec vos collègues qui vous ont montré peut-être le manque de lien, ou à l'inverse, à un moment où il y a eu un déclic et où il y a eu un lien renforcé entre la ville et la campagne, par rapport aux animations que vous pouvez faire. Alors déjà, je voulais juste m'excuser, je n'ai pas une très bonne connexion, donc parfois ça coupe. Mais j'ai des collègues qui sont là dans le groupe, donc qui m'ont dit qu'ils pourraient prendre le relais. Je reviens assez vite, mais ça coupe. Donc juste, c'est vrai que nous, comme je l'ai expliqué en introduction, c'est vraiment on a cet enjeu de permettre au public quand même de se saisir de la complexité, surtout pourquoi pas en être acteur voilà, dans les projets qu'on peut mettre en œuvre. C'est vrai que par exemple, nous,
un de nos publics avec qui on s'adresse en premier, c'est le jeune public et notamment le public scolaire. On avait pu constater que au niveau des enseignants, parfois on avait des projets autour de l'agriculture, de l'alimentation, qui étaient un peu hors sol, qui ne correspondaient pas à ce qu'on pouvait trouver sur le territoire, parce que ça peut venir peut-être de la documentation qu'ils peuvent lire, ce qu'ils peuvent entendre dans la presse, les médias. Et puis également aussi, peut-être des agriculteurs qui vont nous dire, bah, ils ne sont pas assez sollicités par les enseignants, voilà, que voilà, peut-être ça peut venir de plus loin, cette sollicitation. Alors c'est vrai que dans un premier temps, on s'est dit, tiens, on va faire des projets peut-être autour de l'agriculture, des paysages. Et on a vu que ce n'est pas forcément ça qui a fonctionné. On a eu quelques beaux projets, mais justement, il n'y a pas forcément eu cet intérêt. Et là, il y a peu, on s'est dit, on va travailler l'alimentation, ce qu'on mange. Et là, par contre, du coup, on a vu des choses plus intéressantes. Et l'idée, ça a été dans un premier temps de regarder ce qu'on mange, de se dire, qu'est-ce que j'ai au mon goûter, d'où ça vient, d'aller peut-être dans les magasins de la commune. Voilà, c'est vraiment de s'intéresser à ça. Et puis, après, peut-être d'aller en extérieur et si possible, justement, de voir qu'est-ce qu'il y a autour, qu'est-ce qui est produit. Et justement, s'interroger, se poser des questions. Voilà. Quand même souvent, dans les communes, quand l'enseignant sollicite l'agriculteur qui peut être dans sa commune, souvent ils sont souvent assez, euh, ils ont cet intérêt de rencontrer quand même ce public, hein, voilà, et de pouvoir échanger sur leur métier. Ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose, voilà, qui se fait. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, de partir de là, on a vu que ça pouvait être quelque chose d'intéressant. Mais c'est vrai qu'on a quand même noté, et ça on l'avait pu voir, on avait moment mis en place un cycle justement de rencontres entre les enseignants et d'aller rencontrer justement à la fois des fermes pédagogiques euh, qui peuvent avoir des programmes, des choses adaptées justement pour permettre de mieux de comprendre l'agriculture, et puis aussi de rencontrer des professionnels. Et je me rappelle, on avait été à la ferme d'Arévilliers et il y avait eu cette appréhension de rencontrer justement les enseignants, de se dire, les enseignants, ils ont peut-être une vision un peu stéréotypée du monde agricole. Et du coup, voilà, comment va pouvoir se faire cette rencontre. Et puis également, parfois, souvent, des enseignants de collèges, lycées, des territoires à proximité qui nous sollicitent pour rencontrer les agriculteurs. Et souvent, la première chose qu'ils nous disent, nous, ce qu'on veut, c'est rencontrer un agriculteur en bio. Enfin, voilà, nous, c'est le bio qu'on veut. Et je leur dis, oui, d'accord, pourquoi pas, mais est-ce que ça représente notre territoire? Est-ce que ce n'est pas plus intéressant de rencontrer les acteurs du territoire, ceux qui font l'agriculture? Bon, et Alors, je vais peut-être dans reprendre le la premier parole. exemple, j'ai rencontré un peu d'appréhension, de questionnement. Voilà. Ah, vous m'entendez plus? Est-ce que vous m'entendez là? Si c'est bon, ça reprend. Voilà. Donc, et rapidement, en fait, on a vu qu'il y avait les enseignants à la fois avaient cette envie de comprendre, d'appréhender, de mieux comprendre c'est quoi les problématiques d'un agriculteur aujourd'hui. Voilà. Et puis, même chose, justement, lorsque, par exemple, c'était des lycéens qui étaient venus, ils ont été à la ferme à Villarceau, et puis également, ils ont été à la ferme des Sablons, chez Thibault Jorel. Et là, c'était aussi d'appréhender, de comprendre un peu, voilà, c'est quoi être un agriculteur aujourd'hui, ses productions. Également aussi au niveau des habitants, on a été mis en place des temps comme Goûter le Vexin avec les portes ouvertes. Et quand on voit le succès, voilà, des portes ouvertes, on voit qu'il y a quand même cette envie du public d'échanger. Ils entendent énormément de choses, mais quand même, ils ont envie de comprendre par eux-mêmes. Et c'est vrai, quand vous le disiez, c'est intéressant de se dire que c'est un métier où il y a un besoin, les professionnels ont besoin d'ouvrir leurs portes, d'expliquer au grand public ce qu'ils font. Et également aussi, on a aussi le rallye des producteurs. Là, c'est un rallye à vélo où en fait les producteurs, les personnes vont rencontrer différents. Et pareil aussi, on a à chaque fois à peu près une centaine de personnes inscrites sur cette journée. Et puis depuis peu aussi, on travaille avec les habitants, c'est les initiatives citoyennes. Dans le cadre des petits moments du Vexin, c'est de solliciter les habitants. Et certains, justement, l'année dernière, ont organisé une rencontre avec un agriculteur dans leur commune pour parler de l'agriculture de conservation. Voilà. Donc, c'est assez technique, mais c'est ça, ils voulaient vraiment voilà, aider à cet échange, voilà,
aussi vont travailler sur l'alimentation, travailler autour des produits locaux. Donc, voilà. D'accord. Et du coup, ça a peut-être coupé, mais ce que vous disiez là dans l'histoire de se faire se rencontrer, c'est que finalement, des deux côtés, il y avait des appréhensions et que, mais d'avoir un peu forcé la rencontre, au final, on se rend compte qu'en échangeant, en se mettant finalement un peu à la place de l'autre, bah, cette appréhension, elle est levée et puis il y a un lien de confiance qui est créé. Donc ça, c'est quand même assez positif par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Ok, bah écoutez, si vous avez une ou deux questions à poser, donc si on regarde dans le chat, il y avait des questions sur la… Oui, les dialogues à la ferme. Je vois dans le chat, oui, aussi, c'est vrai que c'est des… Donc ça aussi, c'était quelque chose d'intéressant qui a été mis en place par ma collègue Delphine Philippé. Donc c'est organisé il y a eu plusieurs fois sur plusieurs années successives. C'est pareil, des rencontres entre les habitants et les agriculteurs. Donc Denis Fumery, voilà, avait ouvert également. On avait la ferme d'Emmanuel Delacour à Gouzangray, à Sailly. Donc à chaque fois, c'est un groupe d'habitants. Il y a cet échange, à la fois souvent une balade sur l'exploitation et puis un échange. Et je crois que la dernière rencontre, il y avait près de 70 à 100 personnes qui étaient présentes pour ces rencontres. Et à chaque fois, il y a des retours très positifs sur ces échanges, parce que ça éclaire beaucoup de choses. Voilà. Les personnes ont envie de comprendre, d'appréhender. Et je pense que de l'autre côté aussi, un agriculteur, il y a parfois cette peur d'avoir des questions, voilà, des critiques. On arrive tout de suite aux critiques peut-être, mais pas forcément. Hein, les gens, c'est… Voilà. D'accord. Et donc peut-être voilà, pour terminer, de vous montrer, je sais pas, vous voyez mon écran encore? Oui. Qui avait aussi tout un travail enfin, il y a aussi un tissu associatif qui est très dense. Vous avez évoqué là dans le chat plein d'autres initiatives. Et bien sûr, on va bien les recenser, les enregistrer, parce que là, ce sont 3 témoignages, mais et ça, c'est une vraie richesse qu'on a découvert, nous, en tout cas, dans le diagnostic, que vous portez sur votre territoire, c'est le nombre d'acteurs, d'associations qui finalement abordent ce sujet de l'alimentation, de l'agriculture, que ce soit du coup via le parc naturel régional, mais aussi, voilà, on en a eu quelques exemples, Quelle terre demain, Rencontre Ville Campagne, mais il y a aussi Alternative, il y a les Incroyables Comestibles, la bergerie de Villarceau, et Terre de Liens, etc. Donc on voit que n'hésitez pas, et on va le voir, ce sera la conclusion, je dévoile un petit peu, mais il va y avoir un module de partage d'initiatives qui sera mis à votre disposition, et n'hésitez pas à les faire remonter pour qu'on n'en oublie aucune et qu'elles soient largement partagées. Je crois qu'on a terminé. Je vais faire signe à mes collègues que c'est bon. Et puis, normalement, on devrait être rebasculé dans quelques instants. On peut peut-être en attendant, soit si vous avez encore quelques questions, poser des questions à la conversation. Quelles sont les origines géographiques des participants à vos actions éducatives? Est-ce que c'est des gens plutôt de l'agglo ou plutôt du Vexin ou plutôt des mixtes? Alors, au niveau, nous, des projets, c'est beaucoup des établissements scolaires du Vexin, mais quand même, on travaille aussi avec les écoles. On peut travailler aussi avec des écoles et établissements scolaires de l'agglomération. Et également aussi, ils viennent beaucoup vers le musée du Vexin français, aussi dans toutes les structures qui peuvent accueillir. Voilà, on a un réseau, un livret qui regroupe un peu justement les partenaires éducatifs et quelques exploitants agricoles qui peuvent accueillir des établissements scolaires. Voilà. Et donc, je sais qu'ils peuvent accueillir énormément de groupes, à la fois de la CACP ou de plus loin. J'ai le temps de compléter les réponses de Chantal? Écoutez, oui, parce que je ne sais pas comment… Ah voilà, dans une minute, on va être télétransporté, mais allez-y. En Île-de-France, mais même sur le plan national, il y a le Bienvenue à la ferme, des fermes qui ont l'habitude d'accueillir du public. Alors souvent, ce sont des fermes qui ont des animaux, puisque pour les plus jeunes, c'est quand même un appel. Néanmoins, sur ma ferme, je reçois également à la demande tout public. J'ai reçu quelques élus du parc, beaucoup d'étudiants depuis une quinzaine d'années. Alors, c'est des étudiants de l'école de l'ISTOM qui étaient à Cergy, qui viennent de déménager. Ils sont partis à Angers. Ils n'avaient pas de ferme, et chez moi, ils ont fait des travaux publics par intermittence.
parce qu'ils n'avaient pas de terre pour pouvoir s'exercer. Donc, il y a plein de moyens hein, de communiquer et de transmettre le savoir, et puis même, de par leurs questions, c'est du savoir et de la remise en question. D'accord. Si je peux me permettre d'intervenir sur ce sujet, oui, bien sûr. On souffre quand même d'un manque flagrant de lieux de formation dans le territoire. Les seules formations agricoles sont à proximité sont le lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye ou bien Beauvais. Entre les deux, il n'y a rien. Or, si on veut, c'est un de mes data, ça, hein, si on veut améliorer la relation entre la ville et l'alimentation, on aura besoin de beaucoup plus de bras pour produire des légumes. Et en légumes, comment dire, 1 hectare demande une personne. Voilà un petit peu le ratio d'emploi. Or, si on veut faire 10 hectares de légumes, il faudra embaucher 10 personnes pour trouver 10 emplois. Le vrai problème de demain, ce sera celui-là, je pense. Bon, on va bientôt s'arrêter, donc je vais arrêter là aussi, mais il faut absolument que la puissance publique et puis tous les autres acteurs se préoccupent de cette question-là parce que ça va être très difficile de faire mieux ou de faire autrement que ce qu'on fait aujourd'hui en augmentant la quantité de légumes si on n'a pas de main-d'œuvre pour le faire. Et il faut de la main-d'œuvre qui soit rémunérée correctement pour pouvoir vivre dans le bassin d'emploi qui est au présent de Cergy-Pontoise et de la région. On ne se loge pas ici au même prix que dans d'autres départements français. Bon, ce n'est pas une question facile à résoudre, mais ce serait une question importante. On a quelques écoles en Île-de-France hein, quand même. Je pense à Magnanville, je pense à Saint-Germain. Saint-Germain, j'ai dit Saint-Germain et Beauvais, mais au-delà de ça, il faut aller loin. Et au sud, il y a une école horticole. Oui. Il faut aller loin. Ouais, mais enfin, à l'échelle régionale, c'est petit. Hein.